Donc d'abord, merci pour ce débat qui est éminemment salvateur, puisque pour le coup, j'adhère totalement à l'expression vraiment sublime de flash totalitaire dans lequel nous sommes, notamment sur cette question-là. Parce que ça permet de sortir des discours polarisants, des discours de mobilisation obligatoire, des discours binaires, pour, contre, avec moi, contre moi, voilà. Et alors, de ce point de vue-là, moi, j'entrerai par la dernière question auquel vous n'avez pas répondu. Sur la question, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Alors moi, j'ai dévoré votre livre en 24 heures, et j'ai l'impression que chaque chapitre pourrait faire l'objet d'un livre. Ouais. Et moi, je suis un an de la retraite. Bah, vous l'avez fait en un mois, donc il y a 12 mois, vous pouvez facilement faire. Alors, par rapport, oui, il y a des choses qui m'ont... Alors, il y a beaucoup évidemment de constats que je partage, et je dois dire en fait que ma difficulté a été en fait, par rapport à la lecture de votre livre, d'être sans cesse ballottée entre l'approbation et puis après le fait d'être très dubitative sur un certain nombre donc, de points et de questions que vous abordez. Et d'ailleurs, c'était peut-être un des buts du livre. Le but du livre était de n'avoir plus aucun ami quand ça serait terminé. Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas votre ennemi en tout cas. Alors, par contre, oui, c'est vrai que moi j'ai été interpellée peut-être à certains moments, peut-être par 2 ou 3 notions. D'abord, c'est une question aussi sous forme oui, d'interrogation personnelle. C'est que j'ai l'impression quand même que vous validez les catégories dans lesquelles sont sans cesse pensées les populations dites musulmanes, ou avérées ou supposées. C'est-à-dire l'immigration, les banlieues, le fait de s'adapter via les mariages mixtes à... et vous le dites d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a vraiment... qui m'a ébranlé frontalement, quand vous dites que justement que l'arrivée de ces populations musulmanes, en fait, s'est heurtée à la notion d'égalité, en fait, de la société française. Alors, je comprends de manière peut-être, en faisant une projection, que le sous-entendu, est-ce qu'il n'y a pas de valeur d'égalité a priori dans ces populations qui sont venues avec un référentiel religieux, ou sont d'ailleurs? Oui, égalité politique ou égalité homme-femme? Non, égalité homme-femme, parce que vous parlez là, à ce moment-là, de l'égalité homme-femme. Et deuxième question aussi, sous forme d'interrogation personnelle, par rapport aussi au fait que... Alors, il y a une question aussi, parce que finalement, mais c'est très bien, ça permet la spontanéité du débat, parce que j'avais à peu près les mêmes questions que Rokhaya, par rapport à la notion, donc la montée en fait de l'antisémitisme dans ce groupe dominé, et la relative indifférence, donc je vous cite, et la relative indifférence du monde laïque dominant à la montée en puissance de cet antisémitisme. Oui. Là aussi, j'ai eu l'impression de quelque chose en fait d'essentialisé, qui était que l'antisémitisme est de toute façon par nature inscrit dans les gènes de ces populations. Non, voilà, mais c'est très bien. Mais en même temps, tout de suite, je me suis dit que ce qui... quelque chose que peut-être vous n'avez pas abordé parce que c'est un point de vue de démographe et d'anthropologue, et peut-être que je suis plus sur le registre politique, c'est que je crois en tout cas de manière très intime et fondée que l'islamophobie est moins le fait de classe moyenne que d'un racisme d'État et institutionnel. Oui. Bon alors, quand même, c'est vraiment intéressant. Je suis presque forcé de poser des présupposés méthodologiques. C'est-à-dire que vraiment, dans tout ce que je dis, mes préférences, je les exprime. Hein. Bon, d'une façon assez claire, c'est un peu violent au départ, mais vraiment, sur le fond, je suis anthropologue, plus que sociologue, en fait, de tradition empirique, et pour moi, l'important, c'est au départ, voir ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, accepter les faits, et en fonction de ce qui se passe, peut-être, et uniquement en fonction de ça, énoncer ou évoquer une petite préférence personnelle, ou une forte préférence personnelle. Donc par exemple, jamais je ne donnerai aux sociétés anglaises, françaises et allemandes les mêmes recommandations en termes d'immigration.
je me souviens d'une discussion extrêmement intéressante avec un Japonais dans la salle du Japon, qui voulait voir pour des questions d'immigration, et je veux dire, les Japonais ont beaucoup de mal avec l'immigration, c'est pas du tout l'esprit de la culture japonaise. Je disais, mais jamais je ne me permettrais de vous recommander le modèle français avec des taux de mariage mixte spontanément très élevés pour les populations de toutes les couleurs, etc. Ça n'aurait pas de sens au Japon. Je veux dire, peut-être réfléchissez pour voir comment l'Allemagne, elle, arrive à avoir énormément d'immigration parce que ça ressemble plus au Japon. Vous voyez, donc je suis vraiment d'un truc comme ça. Donc en France, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, j'étais amené au sujet par mon inquiétude à cause du Front National. Donc je suis anthropologue, donc le premier truc que j'ai fait, c'est que je connais les systèmes familiaux français, le système familial de la France du Nord, libéral, égalitaire, avec un interdit très puissant sur les mariages entre cousins. Puis je connais les systèmes familiaux du monde arabe, donc c'est des systèmes patrilinéaires, centrés sur les hommes, avec un niveau d'endogamie très fort, c'est-à-dire des taux très élevés de mariage entre cousins, qui varient dans le monde arabe central, c'est 35%, au Maghreb, c'était 35% en Tunisie, puis 27% en Algérie, 25% au Maroc. Tous ces taux d'endogamie sont en baisse d'ailleurs dans les pays. Je veux dire, il y a plus élevé, le Pakistan est à 50%. Hein, et en Angleterre, les immigrés pakistanais de Bradford gardent le taux de mariage entre cousins de 50%. Vous voyez, c'est le genre de truc, je dirais, que j'étudie. Du coup, je les étudie tellement que j'ai oublié quelle était la question. Mais quand je pars dans mon sujet, alors, mais quand même, quand je dis, vous voyez le truc, donc je dis, qu'est-ce qui se passait dans le... J'avais comparé les trajectoires d'intégration, ce qui ne veut rien dire. Pour moi, le mot intégration ne veut rien dire, c'est n'importe où. Ça peut être la ségrégation, ça peut être l'assimilation. J'avais comparé des immigrés d'origine musulmane, je dis à dessein d'origine musulmane, j'avais pris les Pakistanais en Angleterre, les Turcs en Allemagne et les Algériens en France. Et donc je mesurais, en deuxième génération, des taux de mariage mixte extrêmement différents, une réislamisation dans des pays comme l'Angleterre et l'Allemagne, au contraire des niveaux de pratiques religieuses assez faibles en France, avec beaucoup de mariages mixtes. Et je disais, à l'époque c'était dur de... Vous voyez, j'étais un bon petit républicain, mais j'étais pas du tout sur du discours absolument angélique, des multiculturalistes ou du droit à la différence qui disaient mais comment, il n'y a pas de problème. Je dis si, il y a une grosse différence quand même. Un système patrilinéaire endogame et un système bilatéral exogame, nucléaire, bassin parisien, c'est pas du tout la même chose. Mais ce qui était frappant, c'est que, en fait, quand on comparait toutes ces sociétés, on avait vraiment l'impression que ce qui décidait de l'élévation ou non du mariage mixte, c'était la société d'accueil, en fait. C'était plutôt l'a priori, les hommes sont différents, ce qui était l'a priori anglais ou l'a priori allemand, qui menait à des taux de mariage mixte très bas, et l'a priori français, qui, en même temps qu'un vote Front National manifestant de l'hystérie idéologique, menait à des taux de mariage mixte assez élevés parce que les populations françaises n'ont pas en elles-mêmes le code culturel qui dit que les hommes sont différents et que si des gosses ont été ensemble dans des écoles, s'ils se connaissent, et à partir du moment où les enfants de population immigrée se mettent à parler français, ils se connaissent, etc., il y a des mariages mixtes, chose qui ne se produit pas au même degré. Et donc, je mesurais la toute-puissance de la société d'accueil. Et pour moi, c'était comme une découverte. Et donc, c'est pour ça que je suis très prudent dans mes recommandations et que je ne vais jamais dire il faut faire le contraire de ce que la dynamique propre de la société d'accueil suggère. Mais alors, au stade actuel, et donc c'est ce qui me menait, à l'époque du destin des immigrés, j'étais un républicain assez raide, hein. Vraiment, j'étais pas commode sur le foulard et ces trucs-là, j'étais vraiment... peut-être
bon, peut-être j'avais pas assez foiré mon essence personnelle, et j'avais encore des principes, bon, et de raideur, et voilà. Mais là, et ça c'était une attitude qui pour moi correspondait à cette situation où le problème était l'arabophobie, et où je pensais que les milieux populaires français devaient être rassurés sur le fait que les élites nationales prenaient en charge leur aspiration à l'assimilation, à l'égalitarisme, et, je m'excuse de le dire, à la disparition à terme des cultures immigrées. Mais comme maintenant, je pense qu'on est dans autre chose, c'est-à-dire un délire propre aux classes moyennes qui sont plutôt dans une xénophobie différentialiste qui ne veut pas voir que les populations d'origine musulmane, en fait, s'intègrent pas si mal que ça, etc. Et à ce moment-là, je dis non, 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 faut pas déconner, vous voyez. Mais si je vous suis, alors si je comprends bien, c'est-à-dire qu'en fait, pardon, si je vous suis, et si je comprends bien donc votre démonstration, est-ce que vous postulez que sur un mode d'assimilation des populations musulmanes, en fait, il n'y aura plus d'islamophobie quand il n'y aura plus de musulmans visibles, en fait? Non. Alors, je sais, moi aussi, je suis capable de... c'est pas, comment dire, le modèle du bouquin est plus dans la nuance, c'est pour ça que je parle de la vision ancienne de la laïcité. Non, je vais vous dire non franchement, en fait. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Non, non, c'est très intéressant. Et la preuve que c'est pas nécessaire, c'est que la France n'a jamais été comme ça. La laïcité française triomphante après la séparation de l'Église et de l'État, j'ai dit, c'était 2 tiers de mécréants sceptiques, libres penseurs, ne se définissant certes pas comme athées, mais vraiment, en ayant vraiment plus rien à foutre de la religion. Et sur 1 tiers du territoire national, une église toute puissante. Je veux dire, avec plein d'habits spécifiques pour les prêtres et les religieuses, je m'excuse de le dire, avec le contrôle des écoles dans tout l'ouest de la France, la majorité du système scolaire était contrôlée directement par l'Église, avec des différences de comportement qui auraient pu être vécues comme angoissantes, puisque la fécondité de ces régions catholiques était d'1 quart supérieure à la fécondité, je dirais, des populations de la France centrale laïque, et la France a fonctionné avec 1 tiers catholiques, militants, etc., sans trop s'énerver finalement. Vous devriez être rassurés. C'est pour ça que je dis à la fin du bouquin, il faut accorder à l'islam ce qui a été accordé à l'Église catholique, et j'ajoute, en fin tacticien, et puis surtout parce que je respecte les chiffres, il ne faut quand même pas s'exciter. Dans les jeunes générations, on est à 10% de gens d'origine musulmane en France. Je pense que l'écrasante majorité de ces populations d'origine musulmane ne sont pas pratiquantes. En fait, il y a une sorte de fantasme sur le niveau de pratique religieuse effective des populations d'origine musulmane. Elles sont moins bien représentées dans les classes moyennes et supérieures. Donc, en termes de puissance sociale effective, honnêtement, accorder à l'islam tout ce qui a été accordé à l'Église catholique, c'est rien du tout. L'Église catholique était quand même une menace autrement sérieuse. D'ailleurs, on le voit, puisque maintenant les fidèles de l'Église catholique l'ont abandonné et surdynamisé. Ils ont pris le contrôle du Parti socialiste, de la République, et ils ont foutu en l'air le principe d'égalité. Donc, vous voyez, donc c'est... Non, non, vous pouvez tout... Non, non, je veux dire, ne vous en faites pas. Mais j'admets que ma préférence personnelle, je dis, je retrace un peu, très rapidement l'histoire de ma famille. Moi, je viens plutôt de l'axe central de ma famille, plutôt une famille juive. Et donc, mais je note d'ailleurs que la vitesse d'entrée dans le mariage mixte, j'ai pris... Je commence, j'ai repris une phrase de ma mère, prenons un exemple au hasard, moi. Donc j'ai repris mon arbre généalogique, et donc vous avez l'émancipation des Juifs en 1791, Juifs de l'Est de la France, et le premier mariage mixte
dans ma famille a été en 1928, quand même. Et si on compare le temps que ça a pris par rapport au taux de mariage mixte des jeunes d'origine maghrébine en France actuellement, on est, au contraire de ce que pense tout le monde, dans une accélération incroyable, je veux dire, de la fusion des populations. Une bonne partie de ce qui se passe est le contraire de ce qu'on pense qui se passe. Vous voyez? Et par exemple, les philosophes du milieu du XVIIIe siècle étaient persuadés que la population de la France diminuait. Il y a des trucs. Je veux dire, souvent, l'idéologie va vraiment à rebours de la réalité. Mais en même temps, juste pour poser une question que tu poses... Et donc, je trouve l'histoire de ma famille sympa et je la recommande à tout le monde. Sur la question sociale, c'est-à-dire que toi-même, tu mets en avant le fait que depuis 20 ans, du fait des politiques sociales, pas du fait de l'idéologie, il y a quand même quelque chose qui s'est ralenti, oui. Et ça, je crois que c'est important. Oui, alors ça, c'est un truc qu'on avait mesuré, ça m'a pas fait plaisir pendant des années, donc on avait comme base de réflexion pour les mariages mixtes, quand j'avais fait le destin d'immigrés, j'avais l'enquête INED-INSEE de 1992, et puis pendant de longues années, tout le monde a raconté n'importe quoi et j'ai rien dit, et puis on a une autre enquête là, qui correspond aux années 2008-2009, donc les taux de mariage mixte restent à un niveau élevé, mais ça n'a pas augmenté, ils ont réussi à faire des chiffres qui ne sont pas strictement comparables, et donc on sent, comment dire, pas que ça coince, mais on ne sent pas un mécanisme en épanouissement harmonieux, on sent un truc de freinage. Et mon copain Lebras, dans le bouquin qu'on avait fait ensemble, le mystère français avant, avait noté que dans la période la plus récente, la dispersion des personnes d'origine maghrébine sur le territoire s'était ralentie. Il y avait même des phénomènes de reconcentration. Alors, le problème, c'est comment est-ce qu'on interprète ça? Donc, évidemment, dans le contexte actuel, vous allez avoir des centaines de pages de Figaro ou dans le coin pour interpréter en termes d'une volonté des populations musulmanes de se replier sur elles-mêmes, de rester autre chose en fait, d'être différent en termes culturels, de rester, je dirais, dans un entre-soi, la différence. C'est marrant d'ailleurs pour moi de voir les gens censés appartenir aux élites commencer à parler de choses comme ça, alors qu'avant ils étaient non, il n'y a pas de problème, alors que moi avant je disais non, mais je veux dire oui, il y a des différences culturelles en fait, c'est pas si simple que ça avec ces systèmes familiaux, et là je crois qu'on a un temps de retard, c'est-à-dire que les différences culturelles objectives, plus liées à mon avis à des systèmes de mœurs, systèmes familiaux qu'à la religion, étaient quelque chose qui était tout à fait réel dans les années 80 ou précédentes d'ailleurs, mais vraiment je pense que dans la période récente, on n'a pas besoin d'anthropologie, on n'a pas besoin d'une réflexion religieuse à se mettre à comparer des sourates du Coran pour se raconter que l'islam est un truc terrible qui résiste à toutes les modernités, etc. Je veux dire, l'échec absolu de toutes les politiques économiques françaises, la réalisation d'une société totalement cinglée qui considère que 10% de chômage est normal, suffit tout à fait à expliquer les phénomènes de recristallisation ou de fixation des gens là où ils sont, en fait. Phénomène d'ailleurs qui se produit à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société. Et bien évidemment, si vous êtes dans une société qui produit beaucoup plus de jeunes que l'Allemagne, 30% de plus, un tiers de plus, vous avez une classe dirigeante qui vous fait des politiques économiques de type allemand qui avec certitude poseront des problèmes à un nombre incroyablement élevé de jeunes, vous allez obtenir ces phénomènes de repli. Et bien entendu, les gosses seront touchés de façon différentielle. C'est-à-dire que plus vous serez avancé vers le cœur de la société française, pas simplement en termes de niveau éducatif, mais je veux dire, en termes d'ancienneté sur le territoire national,
le rapport aux emplois de la fonction publique, etc., plus vous serez proche du cœur des privilèges nationaux, plus vous serez protégé de ces politiques destructrices. Et plus vous serez proche des derniers arrivés, moins vous serez protégé, et plus vous allez vous prendre des taux de chômage très élevés qui vous empêcheront de rentrer dans des vies décentes, etc. Oui, je voulais juste... Et alors, quelque chose qui m'a interpellée, alors au-delà de... C'est est-ce que vous ne pensez pas qu'on assiste via justement un encodage au nom de valeurs comme la laïcité, l'égalité homme-femme et blablabla, un encodage donc d'un racisme structurel? Et est-ce qu'il n'y a pas lieu, parce que moi j'ai adhéré à votre thèse quand vous dites qu'il n'y a pas lieu de craindre un communautarisme, le communautarisme est plutôt de vous pointer sur la notion d'anomie. Oui, absolument, ça c'est central. Voilà, et j'aimerais bien justement, parce que ça on entend rarement, oui. Parce qu'on est sur le registre anxiogène, on mobilise toujours le communautarisme, en fait, des questions qui sont pas sociales pour le coup, et qui sont sur un registre plutôt voilà, anxiogène. Oui, mais ça c'est moi, ça m'est apparu très vite, parce que c'est toujours pareil, c'est une logique démographique, anthropologique, vous regardez, vous partez de l'évidence d'une différence de fonctionnement des systèmes familiaux, patrilinéaires. Vous voyez que l'une des particularités de la France, c'est que les Français de base, il y a le vote Front National, le discours des gens du Midi sur les Arabes est juste insupportable. Mais il y a aussi une réalité des faits, c'est une très faible résistance au mariage mixte, et en fait, dans ces écoles, une incapacité des parents à prendre des concepts raciaux ou ethniques au sérieux qui fait que les gosses jouent ensemble, donc les valeurs françaises, les habitudes françaises, en fait, sont passées extrêmement vite dans les populations d'origine immigrée, et en pratique, ce qu'on constate, c'est une désintégration de la famille maghrébine, en fait, en France. Beaucoup plus qu'en Angleterre ou en Allemagne pour les équivalents pakistanais ou turcs. Et pour moi, la vérité des problèmes, entre guillemets, on n'ose plus dire d'immigration, puisque on parle de gens qui sont là depuis 2 ou 3 générations maintenant, c'est que pour une part, je dis dans le bouquin que je m'en veux un peu d'avoir été simpliste, c'est en un certain sens la pénétration des valeurs françaises a été presque trop rapide. L'autorité du père de famille algérien, ou tunisien, ou marocain a été totalement détruit par l'entrée dans le modèle français. Le fait que les populations immigrées étaient plutôt analphabètes au départ, ça n'est plus le cas maintenant, et que les gosses ont été alphabétisés en français, a détruit ce qui restait d'une autorité déjà faible traditionnellement dans la famille arabe. Hein. Et donc en France, c'est pour ça que en fait, dès qu'on se met en parler, je suis juste désemparé, parce que les problèmes ne sont tellement pas ce qu'on dit. C'est-à-dire que je serais tout à fait capable de dire que l'un des problèmes des banlieues françaises, c'est l'absence de communautarisme. Et du fait que les populations immigrées ont été très très vite, je dirais, dénudées de toute production communautaire. Je reconnaîtrais aux provinces catholiques zombies, ce que j'appelle catholiques zombies dans mon bouquin, les ex-catholiques, etc. Là, il y a des traditions communautaires. Vous voyez, dans les provinces périphériques de la France, vous verrez des mécanismes communautaires entre Français d'origine lointaine. Mais je ne vois pas... Il y a peut-être quelques éléments de communautarisme turc en France, mais ça semble bouger assez vite actuellement. Et vraiment, quand je vois toute la tradition chevènementiste, pensée au Front National actuellement, à se chauffer dans des discours contre le communautarisme, je me dis, mais quelle bande de ringards! Il y a ça aussi, hein. Mais c'est pas, vous voyez, quand je dis c'est des ringards, c'est pas une insulte idéologique et politique, c'est juste vraiment un franc mépris d'anthropologue. Je voudrais revenir sur la question des couches populaires et des couches moyennes supérieures, et à propos justement de l'affaire du foulard. Moi, ce qui m'avait frappé en 2003-2004,
c'est justement que ce problème du foulard avait été largement porté par le Parti socialiste. J'ai un souvenir très précis du congrès du PS en 2003, je crois. À l'époque, Fabius est numéro 2 du parti. Il y a une grève très forte des enseignants qui échappe au PS. Il y a une crise du PS qui est due au fait du ralliement à l'idéologie néolibérale. Et Fabius, numéro 2 du parti, fait un discours uniquement centré sur la laïcité et qui va se traduire par le fait de vouloir prôner la laïcité. Et c'est pas, enfin à mon avis, c'était pas pour les couches populaires, c'était éventuellement pour les enseignants, parce que c'était le cœur une partie à l'époque du cœur du Parti socialiste. Et j'ai l'impression que déjà à l'époque, on est plutôt dans un... Voilà. C'est ce moment, hein, c'est ce problème de datation, de ce moment où on est passé de l'arabophonie des milieux populaires, les enseignants aussi, et l'attachement des enseignants à la laïcité, l'absence de rôle, et puis c'est passé au-dessus, et là c'est le cas de Fabius, dans mon vocabulaire personnel, Fabius je l'appelle Rodentin. C'est vraiment, c'est vrai, c'est extrêmement rare que s'il y a une erreur à commettre, il ne la commette pas. Donc, c'est le chien dans Lucky Luke. On a les concepts qu'on peut. Mais là, prenons la France actuelle. Je veux dire, la réalité de la France actuelle, c'est 10% de chômage. Depuis que Hollande est président, le taux de chômage augmente. Il est clair, l'Europe est en train de devenir un cauchemar hiérarchisé, dominé par l'Allemagne, des taux de chômage absolument ahurissants dans l'Europe du Sud, sur une faillite totale. C'est ça, les problèmes. Hein, on a une population qui continue d'augmenter, le taux de chômage augmente. Et si vous regardez la presse et le débat, la question, c'est la laïcité. Et ça, c'est typique d'une société qui devient folle. À ce niveau-là, on n'est même plus en train de parler de l'islam, du foulin, etc. On est dans une société qui délire parce qu'elle ne peut pas affronter la réalité. Et c'est là que les comparaisons avec ce qui s'est passé à d'autres époques, dans d'autres lieux de l'histoire européenne, deviennent pertinentes. Alors, il ne faut pas déconner, hein. La comparaison entre la France actuelle et l'Allemagne des années 30 sera toujours forcément surjouée. C'est pas possible, on est à des niveaux, je dirais, non comparables. Les éléments du délire sont les mêmes. Quand je compare l'Allemagne des années 30 et la France actuelle, on a l'impression d'un truc au ralenti, et j'ai toujours l'image qui me vient, je ne sais pas si vous avez vu OSS 117, Rio ne répond plus. Oui, la course des deux mecs, je veux dire, à moitié paralysés par leur accident, une sorte de course au ralenti. Je ne sais pas pourquoi, ça ne colle pas tellement comme métaphore, mais quand je vois la France actuelle, je vois une espèce de pays qui fait très lentement, qui est une sorte de truc qui quand même rappelle beaucoup ce qu'elle fait très rapidement en Allemagne dans les années 30. Regardez, ce que vous aviez, ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, alors tout le monde à la crise de 29, ça c'est ce qu'on apprend à l'école, la montée des taux de chômage, tout le monde a le souvenir de la Première Guerre mondiale et ses traumatismes. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le phénomène central de l'histoire allemande des années 1880-1930, c'était l'effondrement de la religion protestante. Les 2 tiers de l'Allemagne étaient protestants, le protestantisme s'est effondré. De même que le catholicisme s'était effondré en France, la France du Nord, au XVIIIe siècle. Et donc vous avez eu un état de vide religieux, population en état de flottement métaphysique, avec de fortes valeurs d'autorité et d'égalité que nous n'avons pas ici à ce niveau-là, heureusement. Et là-dessus
est venue se superposer la crise économique. Et le pays est devenu fou. Et en fait, sur un mode ralenti, atténué, avec des valeurs latentes qui sont quand même moins menaçantes, plutôt d'égalité quand même, on a les deux éléments. C'est-à-dire que le fond de la situation est une crise religieuse dont on n'est pas conscient, un état de vide religieux, avec des tentatives de religion de substitution, comme l'euro ou certains types de militantisme. L'euro, c'est le veau d'or, mais c'est très sérieux de dire que l'euro c'est une croyance religieuse, ça ne marche pas du tout, ça ne donne rien, c'est juste, excusez-moi, comme Dieu. En pratique, on ne voit pas du tout d'effets concrets positifs, mais on s'y accroche, et je veux dire, et on y croit. C'est ça le propre de la foi. Hein, ça ne délivre pas les biens attendus, mais quand même, on en a besoin. Je m'y perds, excusez-moi. C'est ma dernière conférence, ensuite, c'est les vacances. Voilà. Et donc, vous avez ce fond de crise religieuse, et puis vous avez la superposition d'une crise économique. Et comme on ne peut rien faire, c'est compliqué comme truc, parce que pour moi, le plus important, c'est la crise religieuse, quand même. En un sens, je ne suis vraiment pas marxiste, c'est la crise religieuse. Mais le seul truc, le truc qui aggrave et qui fait basculer, et surtout le seul truc sur lequel on puisse agir, c'est l'économie quand même. Je veux dire, si les gens sont en état d'insécurité métaphysique, ça ne peut pas faire de mal qu'ils soient en état de sécurité économique quand même. Parce qu'en fait, l'absence de Dieu c'est déjà dur, mais en plus sans travail, ça devient vraiment pénible. Vous voyez ? Et là, je veux dire, le truc... Non, mais c'est des sujets sérieux, je m'excuse de faire des plaisanteries, mais il fait chaud quand même. Et donc, vous avez l'Allemagne de cette époque qui sombre, je dirais, dans l'antisémitisme, qui fonce dans une sorte d'irrationnel à des degrés... Bon, c'est là que cessent les comparaisons. Et là, on a ce fond de crise religieuse, cette crise économique sur laquelle on n'arrive pas à opérer. Bon, c'est là que ça devient compliqué parce qu'on n'arrive pas à opérer sur l'euro, qui est lui-même un concept dérivé des fondements de la religion. Et la société devient forte et ne parle plus que de l'islam et de la laïcité. C'est ça. Donc au point où on en est, je pense que il y a eu une époque où l'islamophobie ou la laïcité, ça correspondait à des discussions sérieuses sur des choses qui se passaient en France. C'est le problème d'intégration, d'assimilation, de non-assimilation de populations immigrées, de réaction des professeurs à des problèmes dans des écoles. En fait, on parlait encore des gens d'origine musulmane, ou musulmans, enfin, tout ce qu'on veut. Mais au point où on en est, surtout que dans les classes moyennes en France sont typiquement, il y a des musulmans dans les classes moyennes, des musulmans pratiquants, pas pratiquants, enfin tout ce qu'on veut, mais par définition, s'ils ont atteint les classes moyennes, c'est qu'ils ne posent aucun problème d'assimilation. Mais là, je pense qu'on a atteint un stade où l'islamophobie est un truc qui fonctionne en dehors de tout problème concret. On a atteint le stade, quand on regarde les couvertures de l'Express, du Point, etc., pour moi, on a atteint le stade du délire pur, sur lequel, d'ailleurs, en tant qu'anthropologue, je n'ai plus rien à dire, la sociologie, vous voyez ? Oui, mais si on n'était que sur le registre du discours du délire, oui. Ça irait. Sauf que concrètement, alors, je crois que c'est Régis Debray qui parlait d'un nouveau mythe républicain avec le charlisme. Je ne sais pas, c'est que depuis la séquence Charlie, on assiste à une montée en puissance d'actes islamophobes qui concernent directement les individus de ce pays. Vous avez très bien, à juste titre, dans votre livre, parlé des convocations au commissariat, d'enfants de 8 ans, 9 et plus, de cette espèce d'injonction perpétuelle et récurrente de se désolidariser de tout ce qui se passe. Je disais tout à l'heure encore par rapport à l'attentat, dont on ne sait pas encore ce qui s'est passé en Isère ce matin, un tweet d'une maire du 17e arrondissement qui carrément tweet en disant « attentat islamique ». On n'en est même plus à islamiste, hein. On en est à islamique. Alors, parce que dans l'inconscient collectif, l'islamophobie maintenant a des déclinaisons concrètes.
Et elle se traduit par toute une série... Je ne dis pas. Moi, ce que je dis dans le bouquin, c'est que c'est les classes moyennes qui ont besoin d'un traitement. Vous voyez? C'est ça le sens du livre. C'est de dire, non mais attention, c'est la société française centrale qui ne va pas bien. Mais cela dit, il faut pas être aveugle aux conséquences catastrophiques. Il y a le truc qui m'a personnellement le plus coûté en termes intellectuels, c'est le fait d'admettre ce développement de l'antisémitisme des banlieues. Vous voyez, pour moi, c'était vraiment un truc difficile à accepter. Je veux dire, même si on est très attaché à la vérité sociologique, si on aime beaucoup son pays, la France, son institution, et si on vient d'une famille juive qui pensait que, très mélangée, qui pensait que c'était terminé et que ça allait, voir l'affaire Mera à Toulouse, dont j'étais en résistance, ensuite l'affaire de Bruxelles, puis là l'hypercachère, j'ai complètement craqué, ensuite j'ai discuté, depuis bon, on a des sondages d'opinion, etc. Mais je veux dire, c'est... donc, je dirais, il faut... Donc c'est clair que la société française... comment dire? Comment expliquer ça? Exprime ça. Je reprends pas à pas, je vais en arrière. Donc, on est confronté à ce phénomène nouveau qu'on admet. Si vous êtes en train de surfer sur l'islamophobie ambiante, vous vous dites... alors donc, si vous êtes un naïf qui ne veut pas voir, vous dites non, ça n'existe pas, vous refusez de voir la réalité, et là, il n'y a plus aucun problème, hein, c'est quand même le plus sûr. Si on veut être tranquille psychologiquement, de ne pas regarder la réalité. Mais si vous surfez sur l'islamophobie ambiante, vous dites « Ah ben, une preuve de plus de ce que l'islam est maléfique, etc. Etc. » Si vous n'êtes pas là-dedans, vous pouvez rentrer dans le genre développer le genre de modèle que j'ai dans le livre. Donc, dans un premier temps, vous dites, bah oui, c'est tout à fait normal, une société obsédée de passions antireligieuses, avec besoin d'adversaires et de cibler des boucs émissaires religieux, etc., qui va secréter de l'islamophobie. Une société comme ça va entraîner en cascade le déchaînement de toutes les passions religieuses. Et vous aurez ce que je décris comme une partie de billard sociologique, où vous voyez, vous partez du cœur de la société française, de cette France catholique zombie qui vient d'abandonner le catholicisme, qui se fixe sur l'islam. Je suis, depuis l'écriture de livre, ma conviction de ce qu'il y a un rapport entre les fondements du catholicisme dans ces provinces et le déchaînement de l'islamophobie s'est renforcé à partir d'un exemple que je vais donner après, si j'oublie pas. Et donc vous avez, c'est pas partie de billard, vous avez vous avez une classe moyenne égoïste qui abandonne son monde populaire français, qui entretient dans les milieux populaires de l'arabophobie, vous avez l'islamisme des classes moyennes, et vous avez en bout de chaîne, et sans rentrer dans les détails, vous aurez l'antisémitisme des banlieues. Mais c'est une séquence complète. Alors, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a compris que toute montée en puissance de l'islamophobie aboutira mécaniquement à une montée en puissance de l'antisémitisme, on peut se demander ce que font vraiment les gens qui encouragent l'islamophobie. Et si l'antisémitisme les gêne tellement. Vous voyez, et si vous avez ciblé, si vous avez commencé à poser des questions sur le rapport qui existe entre l'islamophobie des classes moyennes et l'antisémitisme des classes moyennes d'avant-guerre, ça devient rudement inquiétant. Mais vraiment, je veux dire, là, c'est un domaine dans lequel il ne faudrait pas... Vous voyez, si je sortais de mon rôle de type qui fait de l'analyse, qui lâche quelques boules puantes, et puis qui ensuite repart à ses recherches,
etc. Si j'étais vraiment de tempérament militant, j'essaierais de structurer la réflexion des gens dans les milieux associatifs concernés sur cette interaction perverse de l'islamophobie et de l'antisémitisme en disant où sont les vraies culpabilités. Et ça me paraît stratégiquement très important. Une anecdote qui vous a confirmé dans le... Ah non, c'est pas une anecdote, en fait, c'est très sérieux. Donc dans toute cette période douloureuse où tous les jours j'étais insulté dans la presse par des journalistes ignares, j'étais soutenu par des mails extrêmement sympas de gens qui, à ma grande surprise, n'étaient pas fondamentalement des gens d'origine maghrébine. Moi, à l'époque où je demandais la démission de Sarkozy, j'étais habitué à être félicité par des mecs d'origine maghrébine, enfin des mecs qui me ressemblent en fait. Voilà. Non. Et donc je m'attendais plutôt à ça, parce que le livre est quand même, le livre est quand même plutôt sympa pour l'islam, même si je suis un assimilationniste, même si je n'ai pas molli sur le foulard à l'école. Voilà. Bon, j'ai eu quelques lettres comme ça, mais en fait, ce qui m'a le plus surpris, j'ai reçu des centaines de mails, c'est qu'en majorité, c'est des jeunes diplômés du supérieur, tous ce qu'il y a de plus français. Et donc il y a autre chose qui s'est passé dans ces événements en janvier, il y a plein de choses qui n'ont aucun rapport avec la religion, en fait, et la notion de flash totalitaire, je veux dire, bon, il y a quelque chose qui a pesé sur, je pense que ce que la France est en train de faire aux populations musulmanes de l'origine musulmane est parfaitement odieux actuellement. C'est vraiment insupportable. On devrait avoir honte. Mais il n'y a pas que ça. Et en fait, là, une sorte de la chape de plomb est tombée aussi sur une bonne partie de la population française. Alors, et donc, un correspondant du Québec, lui-même n'avait pas été touché, a attiré mon attention sur le développement de l'islamophobie dans le Parti québécois. Ça, c'est hyper intéressant pour moi, parce que le Québec, donc dans le bouquin, j'ai le concept de catholicisme zombie, c'est-à-dire ces régions périphériques qui viennent d'abandonner le catholicisme, qui ont surmanifesté 2 fois plus que les régions laïques centrales. Mais il faut savoir que le Québec, c'est l'essence du catholicisme zombie. Le Québec, le Canada français, en vérité, n'a survécu dans l'histoire que dans son lien à l'Église catholique, c'était très variant, et qui a vu toute la séquence catholique zombie, c'est-à-dire l'effondrement de la pratique religieuse dans les années 60-70, la montée en puissance d'un parti ethnocentrique québécois, etc., à tendance socialisante, parallèle à la montée du Parti socialiste en France, défenseur de la langue française, mais qui a, dans la partie, comment dire, dans la période récente, a développé, si on peut dire, une passion pour la laïcité qui vient maintenant dans son programme, dans sa plateforme, avant la défense de la langue française. Il y a eu quelques incidents au Canada, mais honnêtement, le Canada n'est pas un pays menacé de submersion par le monde musulman. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a quelque chose de chimiquement pur. Et puis là, on n'est pas emmerdé par l'existence d'une France centrale, libérale, égalitaire, déchristianisée. On a une population francophone qui était catholique. Donc là-bas, maintenant, ils ont le concept de catho-laïcité. Donc c'est vraiment... Et donc là, je me dis, non, ça m'a vraiment convaincu de ce que je tenais un truc sur le plan explicatif. Mais j'ai pas fini, alors peut-être j'ai dit des bêtises, et je suis désolé que ça soit enregistré. Et puis en plus, ce qui est formidable, le dernier truc que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est que pendant la guerre, le Canada français était pétainiste. Vous voyez, le Canada français était pétainiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait les tenir. Et alors, eux, ils sont en révolte contre le multiculturalisme aussi. Enfin, c'est vraiment... C'est affreux la recherche, parce que même quand ce qui se passe est horrible, c'est intéressant.